Youhou. Bien sûr, nous sommes d'accord que si vous continuez à regarder cette vidéo, cela implique que vous ne comptez pas être un des joueurs de ce hack de la campagne Vecna au seuil du néant. Pour le plaisir de la découverte et des surprises qui vous attendent, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo. Faire des vidéos pour dire qu'il ne faut pas les regarder. Je suis un génie. Vecna. Qui est Vecna? C'était un être humain du nom de Henry Krell, qui a été transformé par le monde à l'envers avec des penchants névropathes. Il veut tuer tout le monde. Il a gardé ses capacités psychiques qu'il avait en tant qu'humain. La télépathie, la capacité d'atteindre l'esprit des autres avec son propre esprit, ainsi que la télékinésie, la capacité de mouvoir les objets par son propre esprit. Lorsqu'il est connecté à des vrilles dans le monde à l'envers, Vecna est capable de voir dans l'esprit des personnes vivant à Hawkins. Ses victimes sont jusqu'à présent des adolescents à l'esprit vulnérable. Ils sont anti-woke. Son choix de victime semble être aléatoire, tel est Vecna dans Stranger Things. Et c'est exactement pas de ça dont nous allons parler. Non, je parlerai plutôt de Vecna au seuil du néant, la campagne pas mythique sortie pour les 50 ans de Donjons et Dragons, et aujourd'hui comment réparer celle-ci. Car vous avez sans doute vu la partie précédente qui pointait selon moi ce qui ne fonctionnait pas dans cette campagne. Ne revenons pas sur ce moment déplaisant, mais terminons plutôt l'introduction sur la grande question. Qu'est-ce qu'on fait pour réparer ça? Eh bien, qu'on fait pas rapidement le comparatif entre le synopsis de la campagne et le hack. Dans la campagne, 1. Sauver les personnes enlevées par le culte de Vecna à Pas d'Hiver et tuer leurs tortionnaires. Pas d'Hiver, c'est la ville où se passe le dernier film D&D, l'honneur des voleurs. Ce film est excellent et très bon, et je peux vous le dire, je les ai tous vus. Tous, purée, c'était mauvais. Mauvais, oui. 2. Lancer des dés pour gérer une ellipse narrative, parce que bien sûr nous sommes dans un jeu de rôle, autant lancer des dés pour jouer un rôle. 3. Chercher le premier fragment du sceptre des 7 lieux en nombre terre, et tuer son gardien. 4. Chercher le deuxième fragment du sceptre des 7 lieux dans le plan astral, et tuer son gardien. 5. Chercher le troisième fragment du sceptre des 7 lieux en Eberron, et... Ah non, pas cette fois. Mais vous voyez quand même venir le problème, donc. 6. Chercher le quatrième fragment du sceptre des 7 lieux en Barovie, et tuer son gardien. 7. Chercher le cinquième fragment du sceptre des 7 lieux en Kryn, et tuer son gardien. Ça change. Allez, vous voyez le problème. 8. Chercher le sixième fragment du sceptre des 7 lieux en Greyhawk, et éventuellement peut-être tuer son gardien. Alors, si vous pensez pouvoir les enchaîner dans l'ordre de votre choix... non. 9. Chercher le septième fragment du sceptre des 7 lieux en Averne, et tuer sa gardienne. 10. Se faire trahir par Cass, sans savoir ni qui c'est, ni pouvoir l'empêcher, ni le voir venir. C'est comme ça, ta gueule, c'est la trahison. 11. Aller tuer Cass et Mishka en Panthesmos. On s'y entendait pas, tiens, aller tuer encore quelqu'un. Et enfin, 12. Aller tuer Vecna. Oh bah tiens, Vecna. Bah ça alors, encore heureux que c'est ta campagne, dis donc, c'est la première fois que tu pointes ton bout de ton nez. Pendant ce temps-là, dans le hack, poursuivis par un sombre dieu très ancien depuis la campagne précédente, les PJ vont devoir 1. Sauver les personnes enlevées par le culte de Vecna à Pas d'Hiver et tuer leurs tortionnaires. Le film D&D commence juste... Non, oui, je sais, c'est déjà dit. 2. Commencer la session en pleine exploration d'un donjon. Un donjon bien dur avec un gros boss à la fin. À chaque repos, les joueurs vont raconter ce qu'ils ont vécu durant leur ellipse. Puis, à la fin de la session, devant le boss, j'espère, se faire téléporter par les 3 mages. 3. Chercher le premier fragment du sceptre des 7 lieux en nombre terre et tuer son gardien. Croiser à nouveau Vecna. 4. Chercher le deuxième fragment, détruit avec la Barovie. Du coup, à pas de fragment, il y a pas de Barovie. Et par contre, ils vont tomber sur le vrai Mordenkainen, qui se trouve, lui, en Barovie. On en profite pour ajouter le sauvetage de Malena à ce moment-là, ce qui va permettre aux aventuriers de démasquer tout de suite Cass. Comme ça, on est tranquille. La trahison, ils l'ont vu venir. 5. Chercher Eldon en Greyhawk, le trouver, pour localiser Vecna. Il va les envoyer soit vers son indicateur, soit trouver des informations sur Vecna, notamment comment le contacter, auprès de ses cultistes présents en Kryn. 6. Chercher Eldon dans le plan astral. Ils viennent de le chercher, non? Bizarre. Trouver son cadavre, mais obtenir de son informateur des secrets sur les dieux, la Dame des Souffrances et Sigil, mais rien sur Vecna. 8. Mettre la main sur la main de Vecna, et l'œil, sur l'œil de Vecna. Quand même, la main et l'œil de Vecna, c'est quand même pas important, ça? Ça fait partie de l'histoire de Vecna, tout a commencé par la main et l'œil. Donc voilà, on va quand même les introduire un petit peu.
7. Voyager dans le temps pour venir se parler à eux-mêmes et nettoyer un donjon qu'ils ont déjà visité. Yes. Pour rencontrer Rerax qui va leur donner plus d'infos sur Vecna. 9. Mettre la main sur un automate géant pour ouvrir sigil. J'ai bien dit ouvrir sigil. Oui, je sais, des robots géants, mais bon, vous voulez faire du épique, pour moi ça c'est du épique. 10. Affronter Vecna. Épilogue. Effacer le sombre dieu très ancien à l'aide de la Dame des Souffrances. C'est quoi cette histoire? What? Attendez, on revient dessus après. Et bonus, se faire attaquer par Cass qui veut récupérer le seul fragment qui lui manque au final pour faire le sceptre des 7 lieux, libérer Mishka, ce qui va entraîner une cascade d'événements bonus si les PJ ne sont pas bons ou s'ils se font massacrer. Oui, parce que de toute façon ils vont être ressuscités en étant Donjons et Dragons, faut pas rêver non plus. La campagne fait passer les PJ pour des psychopathes, massacrant les boss de fin de niveau à tour de bras, et répétant sans cesse le même objectif de chapitre en chapitre. C'est un peu la définition de la folie, non? Le hack, la même chose mais moins. Déjà, j'ai essayé de faire varier les objectifs et proposer différents moyens pour atteindre ces derniers. Même si ça reste une illusion, on maquille les fragments en autre chose, je ne suis pas dupe, mais au moins les joueurs auront des choix. Alors, par exemple, dans le chapitre du casino du Belvédère Carmin, dans la campagne, les PJ peuvent récupérer un fragment d'un puissant artefact au cœur d'un casino, et pour ça, devinez qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Oui, vous l'avez? Vous l'avez? Oui, oui, oui. Oui, ils vont devoir tuer la gardienne. Voilà. Donc on n'est pas dans Resident Evil, quoi, hein. On fait juste trouver le boss et tuer le boss. Dans le hack, par contre, soit ils éliminent la gardienne, comme dans la campagne, soit les aventuriers vont tenter de faire un casse dans le casino. Donc du coup, récupérer l'œil de Vecna sans pour autant tuer la gardienne, ou alors carrément faire une enquête, se rendre compte qu'il y a un boss caché dans le casino, le sauver, le tuer, récupérer la main qu'il avait déjà en sa possession, la main de Vecna bien sûr. Bon, vous devinez qui c'est, hein. Y a pas 36 000 solutions. Et c'est comme ça dans tous les chapitres? Non, faut pas déconner non plus. Et c'est le moment d'ailleurs de développer un petit peu les chapitres. Alors, la hack histoire, quelle est-elle? La campagne débute alors que les joueurs sont coincés en sigil après avoir détruit la Barovie lors de la malédiction de Strahd et en être sortis vainqueurs. Pour ça, ils ont libéré malgré eux un sombre dieu très ancien, quelque chose d'infiniment plus maléfique et puissant que Vecna. Ils ne peuvent absolument rien contre lui, mais lui ne peut absolument rien contre eux tant qu'ils sont en sigil. Les aventuriers vont être recrutés par Qualen Norp de Markelfor, dit Q, beaucoup plus simple, ministre permanent et plénipotentiaire de la Sigil Transplanaire, une gigantesque société commerciale au pouvoir démesuré, qui fait du commerce, vous en doutez, entre les plans. Celui-ci leur demande de le rejoindre à son manoir pour régler une affaire urgente. Pourquoi attendre? Mystère. Une fois arrivé au manoir, Q, donc vous avez compris le nom, leur annonce ne pas les connaître, être surpris qu'ils sachent déjà que Eldon ait été enlevé, alors qu'il vient juste de l'apprendre. Ils trouvent ça assez mystérieux pour leur parler, et leur donner la mission. Au pire, c'est des bouffons qui ont raté leur enlèvement. Au mieux, ils sont manipulés par quelqu'un d'autre. Le fait de les garder avec lui va lui permettre de savoir qui les manipule. Le chapitre 1 va donc se dérouler normalement, jusqu'au moment où les joueurs vont libérer Eldon, être transportés suite à l'échec du rituel des secrets, et être connectés avec Na. Il s'ensuit ce qui doit s'ensuivre, et à la fin du chapitre 1, Q récupère Eldon, qui annonce partir pour le plan astral afin de contacter un de ses indiques qui va peut-être lui donner des informations sur la localisation du tombeau des Écarrés, dans lequel il sait que il se trouve une pseudoliche d'Acererax, ou Acererax lui-même, en essayant du coup de trouver des informations sur Vecna par ce biais. On passe à l'ellipse narrative, l'interlude, dans lequel les aventuriers vont explorer un donjon, assez difficile pour eux. À chaque repos, ils vont donc pouvoir raconter leur histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant l'ellipse narrative d'un an ou deux? Est-ce qu'ils se sont séparés? Est-ce qu'ils ont continué ensemble? Est-ce qu'ils ont été poursuivis par les ombres du mal absolu? Pour arriver donc au combat final, au-delà de leur portée, ils vont se faire exploser, rétamer, massacrer, exterminer, mais ils sont téléportés et se retrouvent donc devant les trois mages. C'est la fin de l'ellipse. Chapitre 2, les trois mages vont les envoyer chercher le premier fragment dans le temple de Lot en Ombre Terre. Le chapitre se passe exactement comme prévu. C'est la même chose. À la fin, Vecna vient les prévenir quand même que ça ne sert à rien, c'est le dieu des secrets, qu'il sait parfaitement ce qu'ils veulent faire, qu'ils n'auront jamais les 7 fragments et qu'ils devraient plutôt faire autre chose de leur temps. Là-dessus, à leur retour, Mordenkainen leur dira quand même que c'est étrange que Vecna n'est pas censé les joindre, déjà parce que ils sont cachés de Vecna grâce au rituel qui a échoué, et de plus, Vecna est occupé à faire son rituel. On passe au chapitre 3, et là, ça dépend. Les aventuriers peuvent
continuer la quête, essayer de trouver le deuxième fragment du sceptre des Sablieux, ou alors suivre ce qu'a dit Vecna, essayer de trouver une autre solution afin de le localiser. On va partir du principe qu'ils vont partir sur la recherche du fragment, donc chapitre 3, ils arrivent en Barovie. Celle-ci est complètement détruite, ravagée après leur exploit d'avoir tué Strahd, donc c'est un plan avec de la brume un peu partout et des flammes bleues qui représentent les âmes des personnes prisonnières du plan de l'effroi de Barovie. Et dans tout ça, un mage noir, le fameux mage noir qui était présent dans la campagne précédente, la malédiction de Strahd, qui s'avère être, en fait, pour ceux qui le savent, attention, spoiler, Morton Cannon. Déjà, voilà, c'était ça mon problème avec ce chapitre. Il y a Morton Guinan, il est censé être là-bas, c'est pas les mêmes, ok, mais bon, il y a peut-être un truc à creuser. Donc, ils arrivent en Barovie, ils récupèrent Morton Guinan, complètement zinzin, qui a oublié qui il était. À ce moment-là, les flammes bleues se transforment en ombre du mal absolu, vu qu'ils sont poursuivis par une entité au-delà du maléfique, et ils doivent fuir. Ils retournent en sigil, ils ne peuvent pas accéder au sanctuaire vu qu'ils sont accompagnés de quelqu'un qui n'est pas autorisé, le vrai Morton Guinan. Du coup, ils se retrouvent n'importe où en sigil, ils vont devoir enquêter. Déjà, comment le soigner, comment se réparer la défaillance de Mordenkainen, qui se prend pour un mage noir. Ils vont retrouver et retomber sur la quête de Malenia qui a été enlevée. Elle a été enlevée par Cass via des Modrones, donc des automates cubiques, plus ou moins, qui proviennent du plan de Mechanus. Ils vont donc devoir mener une enquête, trouver les indices pour localiser où se trouvent les Modrones et Malenia, la libérer. Elle leur informe qu'elle sait que le Mordenkainen des trois mages n'est pas le vrai Mordenkainen. Les PJ, de leur côté, ont le vrai Mordenkainen avec eux, mais zinzin. Ils vont le soigner. À la fin, ils se retrouvent face à face avec les trois mages, dont le faux Mordenkainen, le vrai Mordenkainen, combat. On arrive à la fin du chapitre 3. Cass a été vaincu, il abandonne éventuellement son épée, mais surtout la couronne des mensonges, qui sera très utile pour la suite. Durant ce chapitre, ils ont rencontré un étrange Modron, qui, au lieu de les affronter, comme tous les autres, leur a proposé une énigme pour les laisser passer. Cette énigme, la réponse, c'est le voyage dans le temps. Autre solution, enquêter sur Vecna. Ça tombe bien, ils savent que Eldon, rencontré il y a 2 ans, enquêtait sur Vecna, qu'il était parti vers le plan astral pour contacter un informateur pour savoir où se trouvait éventuellement le tombeau des Écarrés et une pseudoliche de Acererax. Ils savent que Eldon poste pour Q, ils peuvent aller voir Q. Q les enverra vers le tombeau des Égarés parce que il a reçu l'information par un courrier. Ou alors, ils peuvent aller directement dans le plan astral pour aller rejoindre Elton s'ils n'ont pas calculé qu'il y avait 2 ans qui s'étaient passés. Alors, on commence par, le tombeau des Égarés. On pense que Eldon s'y trouve, il n'a pas donné de nouvelles, mais bon, vu qu'il avait envoyé l'info, il doit y être. Ils arrivent au tombeau des Égarés et celui-ci est complètement nettoyé, vide. Il n'y a plus aucun monstre. Il n'y a plus de liche au bout, ou de pseudo-liche. Les pièges, il y a des parchemins qui sont très anciens, mais qui indiquent que les pièges sont là, qu'il faut les éviter. Et chose bizarre, l'écriture de ces parchemins ressemble quand même beaucoup à celle d'un des aventuriers. Étrange. Tout au bout du donjon, là où devait être Rerax, se trouve Eldon. Eldon, nickel, il n'a pas changé en 2 ans, tout va bien. Il leur informe que le tombeau est vide, il n'a pas trop trouvé d'informations, que s'ils veulent plus d'infos, ils peuvent aller voir son informateur dans le plan astral, ou alors, ils peuvent essayer peut-être de choper des cultistes qui se trouveraient dans un temple de Vecna. Si les PJ sont déjà passés par la mer astrale, il va leur dire d'aller voir Q pour savoir, sinon il va leur dire d'aller voir la mer astrale pour trouver son informateur qui doit savoir. Donc, chapitre suivant, à la recherche d'informations dans la mer astrale. Les PJ vont utiliser un Spelljammer, pour ça ils doivent se rendre à Waterdeep. À Waterdeep, ils vont rencontrer quelqu'un qui les a bien connus pendant qu'ils étaient au tombeau des Égarés. Sauf que ils ont juste fait un passage, ils sont pas restés longtemps. Le gars connaît toute leur histoire, bizarre. Puis en plus, il a pas l'air de mentir. Là-dessus, ils ont réussi à trouver un Spelljammer. En partant, ils quittent le port, ils se rendent compte que tous les gardes sont en train de se transformer en ombre du mal absolu. Donc qu'est-ce qui se passe encore? Ils partent donc pour le plan astral. Ils vont retrouver le vaisseau de Elton fracassé, à côté de la dépouille d'un dieu, le premier dieu des secrets, tué par le sombre dieu très ancien, et c'est avec lui qu'ils vont échanger pour récupérer des infos. De l'ancien dieu des secrets, déjà qui l'a tué,
le sombre dieu très ancien. Il a été remplacé par Vecna. Le moyen de détruire le sombre dieu très ancien pour le venger, c'est de libérer la Dame des Souffrances de Sigil, qui est une cage, ça c'est l'autre nom de Sigil, c'est-à-dire la prison de la Dame des Souffrances, qui n'est rien d'autre que l'incarnation, le concept anthropique de la fin de toute chose. Ah ouais, carrément. Et il allait leur dire comment la libérer quand il meurt, parce que il était à l'agonie depuis une éternité, et bizarrement, le fait d'être au contact des joueurs, ça le tue. Et au passage, ils vont se rendre compte que le corps d'Eldon est à l'intérieur de la déboue du dieu, c'est ce qui remplace le fragment du sceptre des 7 lieux, et la tête a une gigantesque cicatrice balafre, ce qui fait dire que il y a un problème dans la chronologie. Le Eldon qu'ils ont vu était impeccable, il n'avait pas de cicatrice, là il est mort, et en plus il a une cicatrice, donc il y a un truc qui va pas. En tout cas, ils reviennent, ils ont leur info, mais toujours rien sur Vecna, ce qui va les emmener en Krynn, à la recherche d'une grande prêtresse de Vecna, qui cherche à voler le secret de tous les habitants de Krynn à l'aide d'un rituel infamant. À partir d'une météorite constituée de fragments des 3 lunes, elle cherche à plonger tout le monde dans un sommeil profond pour leur voler leur secret. Oui, on est dans Naruto Shippuden, et alors? À la suite de ça, elle va donc leur informer que si ils ont un secret assez important, un secret ultime, alors le dieu des secrets viendra de lui-même, son titre l'y oblige, pour obtenir ce secret et l'échanger à la limite contre un secret, comme par exemple sa localisation. S'il laisse vivre la prêtre, à ce moment-là, elle pourra prévenir son dieu qu'elle a lâché l'info, et du coup Vecna enverra des spires exterminer les joueurs, ce qui lancera un événement bonus. Comme secret ultime, je compte qui est la Dame des Souffrances, à quoi sert Sigil, et éventuellement l'existence d'un sombre dieu très ancien, encore plus maléfique que tout ce qui existe, encore plus que Vecna. Du coup, ça court-circuite la suite, mais ça, c'est pas grave, les PJ ne vont pas être obligés de faire tous les chapitres. S'ils ne veulent pas échanger de secret, ils vont devoir continuer à chercher comment trouver Vecna. J'espère que les PJ auront compris qu'il y a eu un voyage dans le temps, entre le vrai cul qui les a pas retenus, Vecna qui vient les voir alors que il n'y a pas moyen qu'ils puissent les trouver et localiser, le Nonaton dans le chapitre 3 qui leur pose une énigme sur le voyage dans le temps, le Eldon qui est vivant alors qu'il doit être mort dans les tombeaux des égarés nettoyés. Donc tout ça, ce sont des indices qui doivent amener les joueurs à se demander s'il n'y a pas un problème de temporalité. Comment voyager dans le temps? Mystère, il n'y a pas de dieu du temps à eux de trouver comment. Il y a le chapitre 3 avec les Modrones qui peut les aider. C'est des créatures mécaniques qui viennent du plan de Mécanus. Leur dieu, c'est Primus, littéralement le gardien de l'ordre cosmique. L'ordre, le temps, l'écoulement, bon. En tout cas, c'est l'option que j'ai prise. Ils vont donc aller devoir trouver Primus, négocier avec lui. Dans l'idée du voyage dans le temps, si un des joueurs dit oh, mais c'est pas possible, il peut pas y avoir de voyage dans le temps. La preuve, si c'était le cas, derrière cette bibliothèque, il devrait y avoir une épée Vorpal. S'ils regardent derrière la bibliothèque, et s'ils ont dit ça, à ce moment-là, il y a une épée Vorpal. À eux, ensuite, plus tard, de la mettre à cet endroit-là. Primus les envoie dans le passé, ils vont jouer leur propre rôle, qu'ils ont eu dans le passé, donc avec le faux Q, le faux Vecna, le faux Nonaton, et éventuellement le faux Eldon. Ils vont devoir aussi nettoyer le tombeau des égarés. Il y avait des indices dans le tombeau, c'est par exemple les pièges, ils sont signalés par un vieux parchemin, et ils vont se rendre compte que c'est leur écriture qui est dans le parchemin. Le tombeau était vide, là il l'est plus, et en plus, au bout du tombeau, il y a Rerax, la pseudo-liche d'Acererax, qui va pouvoir leur donner toutes les informations qu'ils ont besoin sur Vecna, notamment la plus importante, quand une pseudo-liche meurt, il y a un fragment qui a servi à la fabriquer, une partie du corps de la liche originale, qui retourne à la liche par des moyens de magique. Je sais, ta gueule c'est magique, c'est comme ça. Et du coup, s'ils arrivent à trouver des fragments de Vecna, ils peuvent peut-être réussir à les faire revenir à leur propriétaire et à les suivre. Et en démonstration, Rerax se donne la mort devant eux, et on peut voir une côte qui se lève de la dépouille et qui disparaît et va rejoindre Acererax. Qui dit fragment de Vecna, dit l'œil, dit la main. C'est parti, ils vont devoir trouver l'œil et la main, les rumeurs, les informations, les mages ont fait leur enquête, ils ont localisé les 2 fragments en Averne au casino Carmin, c'est parti. Dans cette situation, les joueurs arrivent au casino directement. Ils vont avoir le choix, soit suivre l'histoire de la campagne, aller tuer Serendip, récupérer l'œil de Vecna, et non pas le fragment, ou
tenter de faire un casse, donc faire une distraction pour que Serendip quitte son bureau et qu'une partie des joueurs aille voler l'œil de Vecna sans la tuer, mais aussi en enquêtant, découvrir que Arcane, le porteur de la main de Vecna, est aussi présent dans le casino puisqu'il est venu il y a quelque temps pour récupérer aussi l'œil. Serentip l'a fait jeter dans le dédale Stygien, en espérant qu'il ne trouve jamais la sortie et qu'il en meure. Serentip se contente parfaitement de la situation d'avoir son casino et Diamat enfermé en Averne. Ils peuvent aussi essayer de mettre la main sur Arcane, lui couper la main et récupérer la main de Vecna de cette façon. Le sombre dieu très ancien les retrouve, tout le monde se transforme autour d'eux en ombre du mal absolu, il faut fuir, c'est déjà arrivé plusieurs fois durant l'aventure, je vous en ai pas parlé, donc en tout cas, il va falloir aussi régler le problème du sombre dieu très ancien. Ils vont pouvoir faire un rituel qui va permettre de suivre la main et l'œil jusqu'à Vecna et localiser Vecna qui se trouve au Pandémonium en Pandesmos. Ils sont arrêtés par une barrière, et donc on va arriver au final. Entre-temps, bonus, Cass peut les attaquer à n'importe quel moment pour essayer de récupérer leur fragment, surtout si ils ont le fragment avec eux. S'ils l'ont donné aux 3 mages, Cass leur a volé, ça y a pas de souci à se faire. Donc du coup, ils affrontent Cass. Si Cass arrive à voler ou à tuer le joueur qui porte le fragment, il va se le prendre et se téléporter. On va pouvoir déclencher, événement bonus, la libération de Mishka. Donc les joueurs peuvent choisir ou non d'intervenir pour l'empêcher de libérer Mishka. S'ils l'empêchent, ils ont récupéré le sceptre des 7 lieux. Et en plus, ils ont éliminé Mishka et Cass, et si c'est pas le cas, devoir affronter Cass, Mishka et Vecna à la fin. Ils sont foutus. Bon, ça c'est des événements bonus qui peuvent survenir suite à la décision des joueurs de garder le fragment ou de le donner aux 3 mages. On en est donc au chapitre 9, le mur de cristal qui protège Vecna en Pandesmos. Il y a la solution classique, rentrer dans les 3 irréalités pour les vaincre et les briser, ou alors, il y a un mur de cristal, ils peuvent essayer de le briser avec un colosse géant, en tapant dessus, ou en utilisant la Dame des Souffrances, qui, au final, c'est un concept anthropique de la fin de toute chose, elle peut venir à bout d'un mur de cristal. Alors, pour le robot géant, ça marchera pas. En tout cas, à ce moment-là, on va partir du principe qu'ils vont faire les 3 irréalités, ils vont les vaincre, ils vont briser le mur, ils vont pouvoir affronter Vecna. Si Vecna est vaincu, banni, son âme retourne à Enterra, le monde de Greyhawk, son corps tombe au sol, le sombre dieu très ancien prend possession alors de la carcasse de Vecna, il s'incarne dans la grotte brisée, en Pandesmos. Du coup, les joueurs, les PJ, vont pouvoir utiliser un robot géant qu'ils ont été récupérés en Eberron pour aller ouvrir Sigil, libérer la Dame des Souffrances, détruire le sombre dieu très ancien, refermer Sigil pour empêcher que la Dame des Souffrances détruise le monde. Et là, à ce moment-là, on est à la fin de l'histoire. Ils ont vaincu à la fois Vecna, l'objectif général, et aussi leur objectif personnel. Et ils vont donc pouvoir passer à autre chose. Ça semble peut-être un peu obscur comme ça, mais on va revenir ensuite chapitre par chapitre pour voir les explications. Alors je sais, je compte sur l'intelligence des joueurs. Oula, t'es fou gars, tu comptes sur l'intelligence des PJ. Oh, l'intelligence. C'est ambitieux peut-être, bien sûr, mais alors ça se travaille, il faut les aider, et pour ça, il faut disperser des indices. Et ça, on en parlera dans la partie suivante, où on s'intéressera aux techniques de storytelling. En tout cas, voilà, vous avez les grandes lignes de l'histoire du hack. Vous trouverez tout ça dans le PDF qui a été mis à jour. On est à la V1, il a été embelli. Quelques détails ont été corrigés, modifiés dans l'histoire. Je ne pense plus revenir dessus. Aïe. Et enfin, sans grande surprise, c'est toujours truffé de fautes. Sur ce point, d'ailleurs, j'ai 2 alertes à faire. D'une, les images couleurs sont générées par Midjourney. J'ai pris le parti de changer le style pour la simple et bonne raison que les images qui étaient rendues dans le style Donjons et Dragons étaient juste immondes. Donc j'ai préféré prendre un style qui est plus bande dessinée franco-belge. On est dans le donjon quasiment de Sfar et Trondheim. Mais bon, en tout cas voilà, c'est de l'intelligence artificielle. Voilà, je ne prive pas le travail d'un dessinateur en faisant ça, vu que je ne compte pas générer de l'argent avec. Ensuite, j'ai tué des veuves et des orphelines, c'est-à-dire les paragraphes normalement se terminent en bas d'une page et ne se poursuivent pas après, ou alors il n'y a pas de ligne qui arrive toute seule après en haut de page. On appelle ça une veuve ou une orpheline. Pour ça, j'ai utilisé des petits logos noirs et blancs qui proviennent de livres dont vous êtes le héros, et même pas la crypte du sorcier. J'ai fait un effort pour une fois. Bon, par contre, la crypte, ça va faire 1 an qu'on n'a pas jouquiné ensemble. Il va falloir y retourner, encore. Voilà. Donc ça, c'était la première alerte. Deuxième alerte. Je l'ai dit, c'est truffé de fautes. Voilà. Bon, c'est involontaire,
Si vous pensez que je m'amuse à faire des fautes d'orthographe, désolé, j'ai d'autres choses à faire que de m'amuser à ça. Non, non, puis de toute façon, on est dans une société orthorexique, je ne m'amuserai pas à faire moult fautes. Non, désolé si ça vous gêne. Par contre, je vous invite en commentaire, si vous envoyez, à m'indiquer où elles sont, et je me ferai un plaisir de les corriger dans une version ultérieure du hack. Alors par contre, sachez, vous êtes prévenus, si vous commencez à faire ça, il y a 88 pages, je vous déconseille fortement d'essayer de tout corriger. C'est une très mauvaise idée pour votre santé mentale, entre autres. Sinon, en parlant de commentaires, si vous avez repéré aussi une erreur logique ou chronologique dans ce hack, hein, après tout, il y a un voyage dans le temps, donc si vous pensez qu'il y a un truc qui va pas, signalez-le. Je vais pas vous cracher à la gueule. C'est au contraire, c'est moi tout ce que je demande, c'est qu'on améliore ce hack pour obtenir quelque chose de mieux. Et enfin, alors là, soyons encore fous, donnez votre avis. Qu'il soit bon ou mauvais, je peux tout entendre, on est des grandes personnes. Par contre, on est d'accord, hein, pas de drama, on est sur la niche d'une niche. On parle bien de personnes qui pensent maîtriser une campagne de Donjons et Dragons, il doit pas y avoir grand monde, hein. Ça, même chose, si ça permet d'améliorer, développer l'histoire du hack, y a pas de souci. Coucou, t'as le sang qui sort de l'enfer du montage. Je vous ai aussi rajouté 3 annexes. Une première annexe qui reprend la grande ligne du scénario, une deuxième annexe qui reprend les monstres que j'ai ajoutés pour cette aventure, et enfin une troisième annexe qui rajoute les secrets nouveaux, ainsi que les indices pour le voyage dans le temps. En tout cas, on se retrouve d'ici peu pour la partie suivante. On va donc parler de technique. D'ici là, amusez-vous bien, bonne lecture, et à bientôt.